Hello, là, bonjour, bonsoir, en bref, salut mes petits cocos. Bon retour pour les habitués, hein, et quant aux petits nouveaux rats de bibliothèque qui nous rejoignent, hein, soyez les bienvenus. Pourquoi je finis toutes mes phrases avec un? Who knows? Donc nous sommes là pour ma vidéo bilan lecture du mois de février 2024. C'est le plus petit mois de l'année et pourtant j'ai réussi à lire pas mal. Hein. Je suis fière de moi, j'ai enchaîné là. Ça y est, peut-être que j'ai eu un petit peu des vacances et encore pendant les vacances j'ai pas tant de livres que ça comparé au reste du mois. Si vous allez sur mon Instagram, que j'ai mis normalement dans ma barre de description et où je le mets maintenant, et ben vous savez que dedans, tous les jours, à l'instant même où je le finis, généralement je poste dans ma story une jolie petite bien présentation du livre que je viens de terminer. Je vous révèle pas la note, je vous révèle pas ce que j'en ai pensé, je garde ça pour s'éviter aussi. Et la note, je les mets que sur le post Instagram, donc soit au milieu du mois si c'est un des premiers livres que j'ai lu, soit à la toute fin du mois quand j'ai fini de lire les livres du mois. Voilà, ça fait beaucoup mois, livres dans une même phrase, là on s'en mêle les pinceaux. Alors on perd pas de temps, j'attaque avec le tome numéro 2 de la série The Cruel Prince en version anglaise, tandis qu'en français c'est Le Prince Cruel, donc c'était une assez bonne traduction, assez proche les deux. Et du coup ce tome 2 s'intitule The Wicked King et ça veut dire le roi maléfique, c'est en français. Ouais, ça va. Maléfique, c'est pas exactement wicked, mais bon, hein, la traduction reste proche. C'est écrit par Holly Black et je crois que ça a été publié en 2019. Voilà, 19, ça fait 5 ans. Et on en entend encore parler sur BookTok et tout ça. Enfin, les gars, à bout d'un moment, on faut passer à autre chose. Il faisait environ 325 pages, la version que j'avais moi sur ma liseuse. Je l'ai commencé le 25 janvier, donc oui, je sais, c'est un bilan du mois de février, mais comme je vous avais fait le mois dernier le bilan de janvier, sûrement vers le 25 janvier ou quelque chose du genre, et ben, j'avais pas fini la pile à lire du mois de janvier. Donc là, je vous fais que j'ai lu depuis. Pareil, ce mois-ci, j'ai pas exactement fini ma pile à lire de février. Nous sommes bel et bien le 24 février et du coup, j'ai pas fini le mois, donc je ne sais pas encore si j'ai lu tous les livres que je devais lire dans le mois. Tout dépend de à quelle vitesse je lis le dernier livre que je suis en train de lire actuellement, mais ça, on y revient plus tard. Donc, j'étais en train de parler du livre que j'ai commencé le 25 janvier, je l'ai fini donc le 28 janvier et normalement je vous fais un petit résumé du livre après avoir dit mes dates, mais comme là c'est la suite des événements qui sont passés dans le 1, ça fait 5 ans qu'il est sorti le livre, mais au cas où, comme moi, vous avez pris du retard et que vous connaissez pas l'histoire, je vais vous éviter le spoil. Je peux juste faire quelques commentaires sur mon avis, tout en restant assez vague. C'est très connu, mais du coup, tout le monde parlait du fait que c'est pas la romance l'aspect principal dans cette série, mais là, il y a quand même un peu plus de romance. Mais je suis pas exactement fan de la romance en question. Enfin, c'est à la fois genre j'aime bien parce que c'est original, mais en même temps je suis pas tant adepte que ça. Genre je ship pas à fond ce personnage et ces personnages ensemble. J'étais juste en mode qu'est-ce qui se passe là? Vous aimez ou vous aimez pas? Soyons clairs, soyons précis, passons à autre chose. Ça fait quand même 2 tomes là. Je suis pas au bout de mes peines. Il y a des plot twists encore dans ce tome-ci. Je sais pas si j'ai préféré le 1 ou le 2. Honnêtement, je pense que j'ai préféré le 1, dans le sens où c'était la découverte de ce monde-là. Dans le 2, du coup, une fois que j'avais découvert, j'avais des attentes. Bon, elles ont été plus ou moins... ouais. Donc ça va, hein. Je suis pas aussi fan que tout le monde de cette série, donc je lui ai mis 4 étoiles, c'est pas un coup de cœur, c'est sympathique, c'est pas de la merde non plus, mais c'est pas au point où ça sera une de mes séries favorites. Et sur Goodreads, c'est donc la note que j'ai mis, tandis que sur Instagram, je crois que j'ai mis 4,5. Après ça, j'ai lu le premier tome sur la série King of Sins par Anna Weng. Vous savez, c'est la même autrice qui a écrit la série Twisted. Donc là, c'est le tome 1 de la série Twisted Love. Il y a le tome 2, Twisted Games. Ensuite, c'est le tome 3, Twisted Hate, où il y a déjà l'introduction des personnages qu'on connaît là dans ce livre King of Sins. Et Twisted Lies, c'est le dernier. Et en gros, dedans, on a pas mal de scène où est le personnage masculin qui est ami avec le personnage masculin de Twisted Lies de ce tome-ci qui s'appelle King of Wrath. Donc en français, ce serait un peu genre le roi du courroux, le roi de la colère démesurée.
C'était une romance que je savais déjà un petit peu la base, qui m'avait l'air d'être genre ils s'entendent pas trop et en plus c'est un mariage arrangé et j'avais raison, je vous en avais parlé dans le dernier bilan de janvier quand ce livre était encore dans ma pile à lire du mois de janvier. C'est bel et bien une romance d'un mariage arrangé. Je suis pas exactement fan de cette trope d'habitude parce que je trouve que le mariage arrangé c'est un peu un sujet sérieux et tout. C'est pas un mariage forcé ceci dit. Bon bref, c'est ambigu. Ceci dit, j'ai bien aimé le développement et tout ça. C'est pas exactement non plus... En fait, pour cette trope-ci, ça a été très bien fait. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai été positive et j'ai donné une bonne note. Mais parmi tous les livres de Hannah Hanks, c'est pas mon préféré. Mais j'ai bien aimé retrouver par exemple des trucs familiers dans le sens où il y a une bande de potes assez sympa. Il y a un monsieur personnage très très riche, très très vilain sur les rebords, c'est-à-dire on l'emmerde, gare à ses fesses, c'est un peu dangereux. Et du coup j'ai bien aimé ce côté-là, enfin très protecteur, un peu possessif, voilà. C'est un peu des red flags, mais en même temps c'est du red flag managed, donc managé, donc ça va, c'est maîtrisé. On peut apprécier. Lui, il a été publié en 2022 et il faisait environ 390 pages. Je l'ai fini quand même en 2 jours puisque je l'ai fini le 30 janvier. Ça m'a tout de même bien plu, hein. On peut être direct là-dessus. J'ai mis 5 étoiles parce que c'était très bien, mais ce n'est pas un coup de cœur. C'est un 5 étoiles juste. Et peut-être même que je crois que sur Instagram, je lui ai mis 5 étoiles aussi. Je crois que j'ai été un peu généreuse, mais en même temps, dernièrement, je mets des 4 étoiles sur des livres qui me plaisent moyen. Je suis peut-être généreuse en ce moment, je sais pas, j'aime pas mettre des 3 étoiles. Faut croire que le 2 et le 1 étoile, pour moi, ça n'existe plus. Bon, je lui ai mis 5 étoiles parce que c'était très bien. C'est juste, genre le truc... Voilà, où j'étais extrêmement fan. Je suis restée investie jusqu'au bout et après ça, du coup, je passe à une lecture qui m'a un peu moins plu, mais c'était un manga et je vous dis toujours pas le titre parce que j'ai toujours pas fait la vidéo sur ce manga là et donc j'attends de vous faire le reveal de toutes mes lectures à bulles dans mes vidéos sur mes lectures imagées. Donc là j'en ai sorti une récemment sur Orange, mais celui-là voilà, Orange je l'ai plus, enfin sauf si je rajoute le 17e tome, donc c'est pas ce manga là, toujours pas, je vais pas vous le présenter. Là j'ai lu le tome 8 et j'en ai 15 en ma possession de tomes. Donc je suis petit à petit en train d'avancer dans la série. Je viens même aujourd'hui même de commander le 16e et 17e tome parce que comme ça, pour prendre l'avance, je les aurai déjà au moment où j'ai prévu de les lire. Donc celui-là, il était bien, il y avait peut-être pas assez de romance ou alors il y a un personnage qui était central sur la couverture que j'aime beaucoup et je suis en train de plus en plus shipper avec le personnage principal. Alors je sais que le personnage principal finira jamais avec lui vu que lui c'est le second love interest. J'ai vraiment un problème avec les second love interest, les gars qui arrivent après, les gars qui n'ont aucune chance. Je sais pas, j'ai mon petit cœur qui fait... Ce tome-ci il a été publié en 2013, je l'ai lu le 31 janvier et je l'ai fini le 31 janvier du coup. J'ai mis 4 étoiles et ça m'a permis de finir le mois de janvier sur 12 livres finis. C'est-à-dire que j'en ai peut-être commencé un autre le même jour, mais j'ai commencé le jour du 31 février, Last Days of Lorians, donc les derniers jours de Lorien en français, et c'est par Pittacus Lore, sorti en 2013, et c'est la série dérivée The Lost Files, donc les fichiers perdus de la série numéro 4, vous savez, Number 3. Parce que numéro 4, c'est celui où il y a eu un film, c'est un truc extraterrestre, c'est un gamin qui a l'air comme nous, mais qui au final, sa planète a été explosée ou envahie par des méchants aliens, et depuis, ils sont environ 9 à s'être hébergés sur Terre, et ils se font passer pour des humains, et ils se font poursuivre, et bref, ils sont tous séparés, mais le but c'est qu'un jour, ils aient tous des pouvoirs, et se regroupent pour pouvoir... se battre contre les méchants et protéger la Terre qui, entre guillemets, est censée être la prochaine terre à envahir. Et eux, vu que leur ancienne maison a été détruite, c'est là où ils sont censés faire leur nouvelle maison, c'est la Terre. Bref, je sais pas si j'ai bien présenté tout ça. Mais là, c'est des petites nouvelles entre les romans principaux. Et The Last Days of Lorien, c'est même, on va dire, c'est la première nouvelle, vu que c'est sur
ça se passe sur l'histoire de comment les derniers jours de la planète d'origine de ces personnages se sont déroulés. Mais c'était du point de vue du mentor de celui qu'on appelle numéro 9, que je vous en ai déjà parlé dans la nouvelle qui concernait lui. Le mentor, je trouve, il est censé être un peu plus jeune, mais pas tant que ça, vu que ça termine l'histoire, il a quand même numéro 9 à sa charge, il va sur Terre, donc c'est bizarre qu'il y ait autant de changements de personnalité en si peu de temps, parce que dès qu'on est du point de vue numéro 9, c'est un autre personnage en fait, le mentor en question. Donc c'est un peu bizarre. J'ai pas tant kiffé que ça ce tome-ci, parce qu'il y avait une petite romance, mais vraiment elle était bâclée et bla. C'est ma façon de dire bof quoi. Et franchement, je trouve que ça aurait pu être mieux. C'est pas la meilleure nouvelle, je crois que c'est parmi toutes les nouvelles que j'ai eues de cette série, c'est ma moins préférée. Elle fait environ 110 pages, née le 1er février quand même, c'était rapide à lire du coup. J'ai pas eu autant d'affiliation avec, j'ai eu du mal à apprécier autant que les autres nouvelles. Je sais pas, c'est pas ma tasse de thé. Et de toutes ces nouvelles-ci, c'est ma moins plaisante, c'est sous-développé, donc je lui ai mis, comme j'aime cet univers et que c'était quand même intéressant d'avoir les origines, c'est juste, je crois que j'ai pas accroché avec le narrateur, et je lui ai mis 4 étoiles, mais comme je vous ai dit, je suis peut-être un peu généreuse dernièrement, parce qu'en plus, j'ai mis 4 étoiles sur Goodreads, mais sur Instagram, je crois que j'ai mis 3 étoiles, donc je vais peut-être réduire sur Goodreads, parce que soit ça me fait une moyenne de 3,5, mais non, je pense que c'est juste 3 étoiles. I don't know, on verra. Ensuite, j'ai lu quoi? J'ai lu la dernière nouvelle de la série Staminist. Vous savez, cette série-ci, par Alia Zellwood. J'ai les 2 premiers tomes, les gros. Il y a un 3e tome qui est sorti. Donc, premier tome, c'est The Love Hypothesis. Second tome, c'est Love on the Brain. Et 3e tome, c'est Love Theoretically. Donc ça, c'est l'hypothèse amoureuse. Ça, c'est l'amour dans le cerveau. Et le 3e tome, c'est l'amour théoriquement. Il y a des petites nouvelles qui sortent, qui sont censées être du même univers. Je sais plus. Je me rappelle plus s'il y avait des références ou pas aux petites nouvelles. Je crois pas. S'il y en a, c'est très léger et c'est juste pour les petits fans qui ont tout lu, quoi. Et donc, il y avait une première nouvelle, Under One Wolf sous un toit, Stuck With You, coincé avec toi, et Below Zero, c'est celui que je viens de lire, le 3e tome, qui veut dire en dessous de zéro, c'est par rapport au degré, parce que là où ils sont, il fait très froid. C'est donc par Alia Zellwood, et celui-là, il a été publié en 2022. Il faisait environ 140 pages, et je l'ai fini du coup le 2 février, parce que ça se lit genre super rapidement. Il s'agit d'une romance donc entre une scientifique, toujours, c'est le seul point commun qu'il y a entre tous ces tomes-ci, c'est qu'à chaque fois, c'est un personnage féminin qui est dans le monde relié à la science et à l'écologie et tout ça, dans des domaines qui sont apparemment principalement gérés par des hommes. Et la romance, c'est souvent, elles ont l'habitude des gars ultra sexistes dans leur domaine. Puis là, elles tombent sur ce mec qui, elles savent pas sur quel pied danser avec, parce que c'est un gars un peu, c'est souvent inspiré par, comment il s'appelle, Adam Driver, donc celui qui joue Kylo Ren dans Star Wars. Donc moi, j'étais très fan, donc c'est pour ça que à la base j'avais commencé cette série. J'aime beaucoup cette relation qu'il a avec le personnage de Rey. Donc c'est souvent les opposés s'attirent, la lumière et la noirceur, quelqu'un de très, j'ai du mal à exprimer mes émotions, et quelqu'un de très je suis toute gentille, toute sympa, toute innocente. Et là, c'est encore le cas dans le sens où c'est quelqu'un qui est très coincé, qui a du mal à s'exprimer, qui a pas beaucoup d'expérience, avec une fille plutôt à l'aise, quoi. En gros. Là, c'est une scientifique qui travaillait pour la NASA, et on a toute son histoire et tout. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très court comme histoire, j'ai pas envie de spoiler. Et lui, c'est d'ailleurs le cousin de la personnage de la première nouvelle Under One Roof. Et c'est leur relation au fil du temps, parce que en fait, il y a eu une tentative de premier coup d'un soir, enfin pas vraiment le soir, mais vous avez compris, enfin d'une fois olé olé. Il y a eu cafouillage et ça dure sur des années où entre guillemets ils se recroisent et il y a tension, mais en même temps ils sont en mode est-ce que je te plais, tu me plais pas, enfin je suis pas prête pour une relation, on veut être en relation, qu'est-ce qui se passe, mais on sent qu'il y a entre les deux, quoi. En fait, il y a une chronologie. Elle a fait ça depuis Stuck With You. Elle l'a pas fait pour Under One Roof, mais c'est peut-être qu'elle l'avait fait. Non, je crois pas. En tout cas, elle l'a fait pour ces 2 dernières Noël. Elle le fait pas dans les livres, mais c'est le côté qu'on retourne dans le passé pour expliquer plusieurs événements de leur rencontre. Et à chaque fois, on retourne aussi dans le moment présent où ça explique de pourquoi elle réagit comme elle réagit quand elle le voit et tout ça. Parce que là, ils sont dans un pays très froid. Je sais pas si c'est l'Antarctique, je crois pas. Je crois qu'ils sont juste vraiment dans le nord de l'Europe, là, dans un pays très très froid, j'ai oublié le nom. Et ils sont sur une station pas balnéaire, mais une station de scientifiques et tout ça pour prendre des données spécifiques et tout ça. Et donc ils se retrouvent à se croiser là, et lui il doit l'aider dans une situation assez chaude là-bas. Enfin, du coup, froide. Jeu de mots. Ah lol, je suis gênante, je sais, pardon.
Donc j'ai mis 5 étoiles parce que c'était bien quand même, hein. Ça reste une série très sympathique, les STEMistes. Parce que c'est dans la STEM, le STEM c'est tout ce qui est relié à la scientifique. Je sais pas c'est l'abréviation de quoi en anglais. C'est un jeu de mots avec féministe dans le sens où quand même ça aborde à chaque fois le traitement différent entre femmes et hommes là-bas, dans ce domaine-là. Aux États-Unis, enfin pas que aux États-Unis, du coup on a vu que c'est un peu international. Mais en soi sur Insta j'ai mis que 4 étoiles et demie parce que encore une fois j'aurais aimé que ce soit plus développé. Je sais pas, je trouve que pourquoi faire de petites nouvelles quand on a des si bonnes idées d'histoire. Après peut-être que justement elle avait pas d'idée pour aller plus loin que ça, mais bon. Moi j'ai tellement bien aimé que moi je veux plus. Enfin, j'ai ri. Et je crois que des 3 nouvelles, c'est ma moins préférée dans le sens où il y avait des originalités par rapport aux autres. Mais je sais pas, je trouve que j'ai du mal avec les romances où genre une histoire d'amour, mais enfin genre des années avant d'être réglée, entre guillemets, avant d'être que les incompréhensions, que la mauvaise communication, enfin, mais des années avant de se mettre ensemble, enfin. Je sais pas, je trouve pas ça crédible. Je suis trop une personne impatiente, I don't know. Bon bah ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu le premier tome du très populaire sur Instagram, BookTok, BookTube. J'en ai entendu parler. On m'a saoulée, enfin pas saoulée, mais j'en ai soupé quoi, des recommandations de ce livre, de ce fameux premier tome de la série qui a du coup le même nom que ce premier tome. A Court of Thorns and Roses, et ça veut dire en français, et c'est comme ça qu'il a été traduit en français, un palais d'épines et de roses, par Sarah J. Maas. Vous en avez pas entendu parler peut-être? Sinon, ça veut dire que je suis vraiment votre première booktubeuse, parce que franchement, c'est partout. Ce premier tome, j'ai été choquée, il est sorti en 2015, mais en même temps, maintenant que j'y réfléchis, ça me choque plus. Mais genre de savoir que c'est autant populaire encore maintenant, genre quasiment 10 ans après, chapeau à Sarah J. Maas. Donc il faisait environ 420 pages. Et je l'ai fini en 3 jours. Je pense que moi aussi j'ai bien aimé. Le 5 février donc je l'ai terminé. Voilà, c'était over. J'arrive pas à croire que quand j'avais vu cette fameuse couverture et ce fameux titre, quand avec ma mère on cherchait à télécharger nos e-books à l'époque où j'étais au collège, et qu'il y avait ce fameux site où on regardait des trucs nouveaux. Il y avait cette couverture, la version française, avec le titre en français. Et moi, j'ai trouvé que le titre était un peu pompeux et je sais pas, j'ai pas accroché. Et elle m'avait peut-être sûrement lu le résumé, peut-être pas. En tout cas, elle l'a lu dans son coin. Et même si elle me l'a recommandé, moi, j'étais en mode, nah. Puis pendant un moment, j'ai lu plein d'autres trucs. Puis j'ai eu ma panne de lecture. Puis je suis débarquée sur BookTok. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Il y a des fanarts, il y a des vidéos en mode drôle. Enfin, il y a une sacrée fanbase autour de cette série. Et toutes mes booktubeuses, que j'ai absolument toutes, me les ont recommandées. Du coup, j'étais là. Punaise, vraiment, ça plaît vraiment cette série. Et c'était une romantassie. Et moi, je vous ai dit, j'ai pas tellement lu tant de romantassie que ça, même si, en fait, j'aime bien. J'ai commencé à lire du coup la série Serpent and Dove, qui a aussi beaucoup de succès sur TikTok. Et c'était une réécriture apparemment de contes de fées. Donc, j'aime les réécritures de contes de fées. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai pas voulu... Tiens, d'ailleurs, je viens de remarquer, Réponse, elle est complètement... Elle est à l'ouest. On a vu sous ses joues le pont. Oh là là. Ouais, moi, j'aime beaucoup les réécritures de contes de fées. Donc, pourquoi est-ce que j'ai pas voulu lire ça plus tôt? Et du coup, je l'ai ajouté à ma pile à lire, mais bon, comme je vous ai dit, j'ai d'abord dû rattraper tous les livres qu'il y avait déjà sur ma liseuse, puis tout ce que je vous ai parlé dans mes bilans lecture jusque-là, donc tous les romans que j'avais envie de lire avant. Mais celui-là, petit à petit, à force de voir les trucs sur internet et tout ça, j'étais là quand même, je commence à avoir hâte, parce que ça m'a l'air d'être bien. Mais en même temps, j'ai eu peur, parce que là, récemment, j'ai lu Le Prince Cruel, qui était bien, mais pas aussi bien que tout le monde le vendait. Donc je me suis dit, ça se trouve, ça va encore m'arriver avec Un palais d'épines et de roses. Bah non, j'ai beaucoup énervé, j'allais dire non. J'ai beaucoup aimé, donc je suis peut-être un peu énervée contre la moi du passé de pas avoir lu ça plus tôt, mais peut-être aussi que c'est idéal que j'ai lu ça maintenant, puisque maintenant je suis à nouveau genre hyper hype pour lire des romans comme ça, des gros livres comme ça. Ah oui, aussi, je me suis dit bon, ça a le potentiel de me plaire. Je commence à lire. En fait, je suis déjà au courant à cause des spoilers que j'ai déjà eu avec tous ces gens qui en parlent et qui aiment bien, que le premier livre, c'est loin d'être le favori de beaucoup de fans, que c'est beaucoup genre l'introduction, qu'il y a plein de gens qui aiment un couple, un personnage dans ce premier tome, qui par la suite apparemment partir en dérive, et c'est un autre qui ont pensé méchant dans le premier tome qui va, voilà. Donc moi j'étais déjà un peu au courant de ça, donc ça a fait que j'ai lu le livre
en sachant qu'il fallait faire attention à des signes avant-coureurs, qu'il y en avait un qui est soi-disant un gentil, mais il n'est pas si gentil, enfin, il n'est pas si parfait que ça, et un qui soi-disant est un méchant, mais en fait peut-être qu'il a des layers, vous savez, des couches, enfin il a une base de développement à découvrir, quoi. Et du coup, ça a fait que j'ai bien aimé, n'empêche, ce premier tome, j'ai beaucoup aimé, et ce qui m'intrigue, c'est de savoir qu'apparemment la suite sera encore mieux. Du coup, maintenant, je suis en mode ouh, parce que ce premier tome, j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas à ça. En fait, la première moitié du livre, j'étais en mode c'est très bien, ok, je m'y attendais. La deuxième moitié, j'étais en mode qu'est-ce que c'est que ça, je m'y attendais pas. Et c'est là que j'ai enchaîné mes pages d'ailleurs. J'ai fait plus de 200 pages par jour quasiment. C'était parfait. C'était perfect. Donc c'est censé être une réécriture de La Belle et la Bête, et je vois les éléments La Belle et la Bête dans ce premier tome. Mais c'est surtout en fait la base et le début de Sacrées Épopées Caliente et badass. C'était wouh. Déjà rien que là, alors que c'était une petite humaine un peu entre guillemets faible, elle a réussi à... La personnage principale là, elle est l'héroïne, il se passe un truc à la fin du 1, je ne spoil pas, ce qui fait que je me doute qu'après elle sera encore plus forte, tout ça, et j'ai un peu hâte, donc nouvelle série favorite, peut-être. En tout cas, c'est 5 étoiles sur Goodreads et c'est carrément coup de cœur. Enfin, je crois que c'est mon coup de cœur du mois. Ceci dit, vu que je suis en cours de lecture de quelque chose d'autre en ce moment, ça se trouve, ce sera lui mon cours de cœur. Mais au pire, je peux avoir plusieurs coups de cœur dans le mois, non? Je sais pas comment ça fonctionne les histoires de coups de cœur. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le premier tome. Si je dois vous faire un petit résumé, c'est une humaine qui se retrouve dans le monde des fées. Il y a une malédiction, elle doit la rompre sur un monsieur et tout son domaine et tous ces gens. Et une grande méchante, et il y a des créatures magiques, et il y a de la magie du coup, et il y a de la romance, et donc je sais pas, tout le monde m'avait vendu ça comme un truc steamy, enfin un truc sexy épicé. J'ai déjà lu bien plus, enfin les séries Twisted et les trucs comme ça, c'est beaucoup plus dans le détail de la scène, voilà. Alors que là, on sait, ça se dit, il y a l'excitation, il y a tout ça, mais il y a pas, c'est pas genre, on passe pas plus d'un paragraphe sur une scène chaude, voilà. Donc peut-être que ça le deviendra de plus en plus avec les prochains tomes. I don't know. On verra. Donc si vous aussi, après toutes ces recommandations, vous en avez marre des 15 000 personnes qui vous en parlent, et ben désolé, je m'ajoute à ce lot. Et arrêtez d'être réticents, allez-y, franchement ça vaut peut-être le coup. Et puis au pire, soit c'est une super introduction à la romantasy, soit vous découvrez que vraiment la romantasy c'est pas pour vous, et vous avez au moins eu le meilleur des exemples de romantasy, parce que les autres romantasy, peut-être que c'est des trucs plus clichés et beaucoup moins bien. Donc voilà, lui je vous le recommande plus que le Prince Cruel. Voilà, je l'ai dit. Excusez-moi, venez pas m'attaquer BookTok. Allez. Ensuite, j'ai lu un début d'une nouvelle série par l'auteur dont je vous ai déjà parlé dans le bilan précédent et dans le dernier bilan de l'année 2023, donc ma dernière vidéo de 2023. J'avais beaucoup aimé ce premier livre que j'avais lu à la fin de 2023. Le deuxième était très bien, mais pas aussi bien que le premier. Et je pense que pendant la moitié du livre, quasiment, j'étais en mode ouais, bon, pareil, c'est très bien, mais pas sans plus. Puis ensuite, la deuxième moitié du livre est arrivée, et donc mon opinion a complètement changé. Donc je crois que j'aime beaucoup cette actrice-là, et c'est pour ça que j'ai ajouté le deuxième tome, qui a maintenant eu le titre qui vient d'être révélé sur Instagram, de cette nouvelle série sur ma pile à lire pour dans bientôt, enfin quand le livre sortira. Il s'agit du tome 1 intitulé The Long Game, donc le jeu long, enfin The Long Game, c'est un peu un jeu de mots en anglais, entre sur le long terme, voilà, sur le long terme, c'est le long terme, et à la fois The Long Game. Là, comme c'est à propos du foot et tout ça, c'est par rapport au game, le jeu enfin jouer au foot, quoi. Donc, ce serait difficile à traduire en français, ce genre de titre, peut-être, parce que ça enlèverait le côté jeu de mots anglais, anglophone. Et c'est écrit par Ilana Armas, donc vous savez, celle qui a écrit Spanish Love Deception et The American Roommate Experiment. Donc là, c'est The Long Game. Elle a fait un titre un peu plus simple. Même si la couverture, c'était les mêmes styles et les mêmes typos et tout ça. Enfin, du coup, je crois que j'aime bien ce genre de couverture. C'est comme ça que ça m'a attirée. Et c'est pour ça que, à force d'avoir entendu des recommandations de ça sur BookTok et sur Booktube, maintenant je vais à Blind suivre les livres de cette autrice. Et ce troisième livre, j'en ai pas beaucoup entendu parler pour l'instant. Peut-être qu'il a pas autant plu que les deux précédents. En même temps, il est récent, il est sorti en septembre 2023. Et moi, j'ai beaucoup aimé, en fait. En fait, j'avais peur qu'après le super livre que je venais de lire juste avant, ça paraisse bleh. Et c'était le cas au départ. Petit à petit,
il y a eu un gros élément qui a sauvé l'histoire pour moi et qui a fait que c'était quand même un bon roman et un truc favori. Donc je pense que pareil, ça finira là. J'ai déjà ajouté à ma wishlist les 2 premiers tomes d'Elena Armas. Bah, je pense que je vais ajouter ce 3e tome. J'espère que le 4e sera bien. Enfin, dans le sens, c'est le 2e de cette série-ci. Il faisait environ 375 pages et je l'ai fini en 3 jours. Pourquoi je bégaye là? Pourquoi je... Non, chut, calme. Respire. Donc je l'ai fini le 7 février, ce livre-là. On suit clairement 2 persos grumpy, pour moi, donc des ronchons, des pas super joyeux. Donc ça change du fameux Grumpy X Sunshine, même s'il y en a qui considèrent que c'est quand même un Grumpy X Sunshine, donc le ronchon avec la personnage ultra heureuse et bubbly et je sais pas, comment dire. Vous savez, le comme ça et là. Bah là non, c'est tous les 2D. Sauf que en fait c'est pour 2 raisons différentes. Il y en a un, c'est un ancien footballeur, j'ai dit waouh, ancienne star du football, vraiment un gros joueur qui a arrêté d'un coup sa carrière, on sait pas pourquoi, et qui maintenant il est dans un coin paumé des États-Unis, bien à l'abri des paparazzi et tout ça. Il veut pas qu'on le reconnaisse, il veut passer inaperçu. Et elle, c'est une manager d'une équipe de foot, mais elle a eu un récent scandale qui est devenu viral sur toute la stratosphère et qui du coup se retrouve à devoir être exilée dans ce coin perdu pour manager une petite équipe de joueuses de juniors féminines pour se redorer son image, sauf que elle n'est pas faite du tout pour vivre en campagne et il y a des petites péripéties, c'est un peu marrant, mais en même temps tu te dis mais comment, c'est quoi cette chance de babouin? Je sais pas si c'est l'expression, mais moi c'est ce que je me suis dit. Et les 2 ils se prennent le chignon tout le temps là. Ils sont obligés de collaborer parce que lui en fait c'est le coach de cette équipe et ils sont. Voilà, ma mère qui vient de passer. Bisous. On peut même plus travailler tranquille. Moi, je me fais engueuler quand tu tournes ta vidéo et que je te coupe. Ouais. Voilà, ils sont voisins en plus, donc ils sont obligés tout le temps se coltiner l'un l'autre. Et bref, ils en peuvent plus. Et c'est vraiment le moment, moi je trouve, où on passe du... le gars, il est vraiment en mode oh, elle me saoule, à... Tiens, je l'aime bien. Et à partir de là, il y a un switch chez ce personnage masculin. J'ai kiffé le personnage masculin. Comment il était attentionné, comment il était... Oh, et tout ce qu'il a dit. Et un long moment avec plein de déclarations et tout. Et je sais pas, ça m'a mis limite la larme à l'œil tellement j'étais en mode... Oh, il l'aime tellement. Et c'était magnifique. Et j'adore être dans les points de vue des mecs pour ces raisons-ci dans les livres. Parce que dans la vraie vie, je peux pas être dans la tête de mon copain, par exemple. Je sais pas si... il pense à moi comme ça. Mais en tout cas, dans ce livre, comment il pensait à elle... J'ai gloussé, j'ai rougi, j'étais en mode... Mais comme je vous ai dit, j'étais un peu émue et beaucoup aimé ça. Et je pense que ça m'a grave remonté la note du livre et je lui ai mis 5 étoiles, je crois. Bah oui, il n'y a pas de raison que je lui ai pas mis... Pour ce personnage masculin que je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads. Et en fait, c'est presque un 2e coup de cœur pour le mois, maintenant que j'y réfléchis. C'est juste que c'est pas du tout le même feeling par rapport à une romantasy où il y a tout le côté... C'est un truc où c'est épique en plus d'être romantique, en plus d'avoir il y a la magie et tout ça. Donc c'est pas la même impression que ça me laisse comme 5 étoiles que ce rom-com qui est plus dans l'humour, plus dans l'amour et les clichés. Mais en même temps, j'aime beaucoup. Donc c'est aussi un truc qui m'a énormément plu. Voilà, commence à durer là la vidéo. C'est 30 minutes que je suis là. Et j'ai pas fini. Ensuite, j'ai lu... Faut que j'arrête de... Ensuite, j'ai lu le tome 2. J'allais dire 3. Non, on s'arrête là. Tome 2 de la série King of Sins. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure par Anna Huang. Et ce tome-ci, il s'appelle King of Pride. Donc, c'est le roi de la fierté. Et ça a été publié cette fois-ci en avril 2023. Donc, c'est plutôt récent. Et il fait environ 360 pages. Je l'ai fini le 10 janvier. Wow, carrément, j'ai remonté le temps tellement je l'ai fini vite ce livre. Non, le 10 février. En fait, j'avais envie de le lire parce que la couverture est violette. Donc moi j'aime bien le violet, je sais pas si vous avez deviné. Le personnage masculin et la personnage féminine, ils avaient déjà une certaine tension qui a été établie dans les tomes précédents. Ça commence à faire de plus en plus sombre.
Je vais peut-être me faire du contre-jour, mais je sais pas, je trouve que ma chambre devient sombre. I don't know. Ils sont des personnages secondaires dans le premier tome de King of Sins, mais du coup, j'ai bien aimé et je me dis... Il y avait des références au personnage de Twisted, et là, je crois qu'il y en avait une vite fait dans ce roman-ci. Donc moi, j'aime toujours. Mais c'est surtout que, en fait, ce personnage féminin, l'héroïne de ce livre-ci, eh ben, elle a les cheveux violets. Elle veut devenir une certaine écrivaine de romance, slash avec d'autres plots, mais au moins il y a de la romance dedans. Donc j'étais en mode... Ah oui, parce que si vous le savez pas, c'est mon cas aussi. Ah oui, et elle fait beaucoup de blagues, et elle se retrouve souvent dans des situations un peu gênantes, où ce mec qui est intéressé par elle au final, plusieurs fois, en fait, elle a eu des conversations bien inappropriées et suggestives devant lui, alors que c'était même pas son intention de faire des suggestions à lui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça me rappelle quelqu'un d'autre, ça. This bitch. Du coup, ouais, je me suis dit, oh, ça va être un personnage comme moi. Et le personnage masculin, c'est un peu un personnage, entre guillemets, pas coincé, mais enfin, pas timide, je sais pas comment dire, c'est réservé. Et du coup, mon copain, c'est pareil, ça. Donc je me suis dit, vas-y, ça se trouve, je vais lire une romance où c'est comme mon copain et moi. Sauf qu'il y a un gros bémol, c'est que le personnage masculin, il est genre, il a une certaine réputation, il est très riche, il représente une famille, un héritage, voilà. Et elle, c'est un peu un scandale quand il la fréquente et tout ça, même si c'est l'ami d'un autre couple de riches qu'on a vu dans le précédent tome. Ça fait que déjà ça met du temps avant que les deux ils admettent qu'ils ont envie de passer du temps ensemble pour des raisons plus que curieuses. Ils ont envie d'être ensemble tout court. Et ensuite ils doivent le faire en cachette, en secret. Donc ça, en général, ça dépend des raisons, mais là je trouvais que la raison n'était pas folichonne. Et ensuite, une fois que ça s'apprend, le traitement qu'ont les gens envers eux, lui, il agit, alors qu'il y a pensé, c'est ça qui m'a un peu énervé, chafouiné au début, il agit comme si c'était normal qu'ils soient ensemble, mais elle laisse toutes les insécurités du monde, que le monde lui a donné, on va dire pourrir cette relation, et ça a rendu cette rupture au 3e acte, désolé si je vous spoil, mais c'est un peu un thème récurrent dans les livres par Hannah Arendt, il y a toujours une sorte de rupture, de moments de dispute très graves entre les deux, au 3e acte, qui est censé, soit ça saoule les gens, quand c'est mal fait, soit quand c'est bien fait, et ça rend encore plus émotif la relation. Et là, je trouve que c'est un cas où c'est pas très bien fait, parce que la raison est débile, la réconciliation est bâclée et rush, et donc ça a enlevé des points au livre. Il y avait un potentiel, j'ai bien aimé, ça reste un bon livre, mais ça vaut pas les autres de Hannah Arendt. Je lui ai mis que 4 étoiles sur Goodreads, mais sur Instagram, du coup, je lui ai fait 3,75, même si vous comprenez peut-être pas. C'est-à-dire j'ai mis 3 étoiles principales et puis j'ai mis vous savez, les petites, les 3 mini étoiles là. Normalement quand j'en mets une, ça veut dire 3,5, mais là j'en ai mis 2 parce que c'est pas exactement 4, mais c'est presque 4, donc c'est 3,75, vous avez compris, c'est 3,3 Comment je me prends la tête pour des notes. Ce serait peut-être plus facile si je notais sur 10, mais comme sur Goodreads c'est que sur 5 étoiles et que, vous savez, c'est comme le système des restaurants Michelin, enfin il y a 5 étoiles quoi, donc on peut pas dépasser le chiffre quoi. Je crois pas que ça existe les 6 étoiles, imaginons. Pour moi le 6 étoiles du coup c'est souvent les coups de cœur quoi. Et là ça n'en est pas un. Après quoi j'ai lu une autre romance plutôt bien, mais qui encore une fois ne m'a pas autant peut-être investi si, mais dans le sens je sais pas, touché, investi. Pourquoi je continue à dire investi? Il faut que je trouve plus de synonymes. Future écrivaine bonjour, je ne connais que 3 mots. Ça m'a pas autant emballé, voilà, que les autres romances dont je vous dis. Il s'agit du dernier tome de la série, ouais bien sûr, de la série sur les frères Kane Brothers. Le premier tome c'était Not So Cute, une rencontre pas si mignonne. Le deuxième tome c'était So Not Meant To Be, donc tellement pas fait pour être ensemble. Et là c'est A Long Time Coming. Alors je sais exactement ce que ça veut dire en anglais, mais à le traduire en français, c'est quoi? C'est un moment que ça aurait dû arriver, ça fait un moment qu'on attend ça, on aurait dû le voir venir, voilà, un truc comme ça, vous voyez. C'est écrit par Megan Quinn, c'est publié en janvier 2023, il faisait environ 445 pages, et voilà, je l'ai fini en 3 jours, le 13 février 2004, toujours, hein, je parle pas de l'an dernier. Donc là, c'est le cas typique du Friends to Lovers dont je ne suis pas fan. Vous savez que dans les tropes,
dans les types de romances qu'il existe, Friends to Lovers, c'est soit ça passe, soit ça casse avec moi. C'est-à-dire, il y a mon copain regarde la vidéo, c'est bon. On regarde TVD en ce moment, j'ai pas envie de le spoiler. Donc il y a Stéroline, donc vous savez, Caroline et Stéphane, qui est un truc que genre pas mal de gens détestent, qui trouvent que c'était forcé et tout ça, blablabla. Alors que moi j'ai adoré dans la série, parce que c'est vraiment bien développé, comment on sent que petit à petit il y a des sentiments et tout, alors que ça partait vraiment d'une amitié innocente, et comment les deux, après avoir eu plein d'autres romances avec plein d'autres gens, en fait ils se rendent compte que la meilleure personne pour eux était juste à côté sous leur nez et tout ça. Ça c'est stylé, ça c'est stylé. Quand c'est du Friends to Lover, hyper mal fait, enfin hyper mal fait, c'est ultra méchant ce que je dis, c'est pas hyper mal fait là dans ce livre, mais c'est pas du tout le même feeling que j'ai eu quoi, pas comme Simone et Isabelle dans Shadowhunters, donc dans les livres Shadowhunters, donc là c'est les origines, donc c'est pas les livres où ça parle de Simon et Isabelle, mais vous avez compris, donc dans les livres de Shadowhunters, c'est très bien. Dans la série, ils l'ont un peu bâclé, donc ça devient un Friends to Lovers qui à la fois genre j'aimais bien parce que moi j'ai lu les livres, mais je peux comprendre que certains qui n'ont pas lu les livres trouvaient que c'était un peu ah bah dis donc d'un coup comme ça, ok why not. Là on est dans un cas de Friends to Lovers qui non je suis pas fan. C'est-à-dire qu'ils se voient presque comme des frères et sœurs pendant genre quasiment 10 ans. Le pire, c'est que à la base, lui, il avait peut-être un petit crush sur elle, mais elle l'a vite friendzonné, et donc il a fait ok, ils sont la même personne, ils sont pareils, version fille et garçon. Et c'est seulement quand là, ça fait un petit moment qu'elle a un copain dont lui, il est pas fan pour des raisons. Donc déjà, il est pas super le petit copain en question, donc pourquoi, qu'est-ce qu'il faut avec lui? Et de deux, lui, il est pas fan parce que en fait, non, il est en mode, il y a personne qui mérite ma meilleure amie, elle est trop bien pour lui. Et elle se retrouve fiancée à cette personne. Déjà qu'elle est pas super emballée par les fiançailles. Oh tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Elle se panique à l'idée de perdre son meilleur ami à cause de ses fiançailles. Elle est plus heureuse de passer du temps avec son meilleur ami pour les fiançailles, qui va l'aider à organiser tout le mariage. Elle est beaucoup plus inquiète et curieuse d'un coup quand elle se rend compte qu'il a une vie amoureuse cachée et qu'il date. Elle est en mode comment ça tu vas avoir un date? Comment ça t'as jamais été intéressée par des nanas très sérieusement? Enfin qu'est-ce qui se passe? Et bien évidemment, elle se sent beaucoup mieux, beaucoup soulagée que quand il est là. Mais tout ça, ça veut dire qu'on est meilleurs amis. Et même lui, d'ailleurs, il a fallu qu'elle se fiance. Il est en mode, c'est bon, arrêtez de dire, ça fait 10 ans que vous faites la même blague, mes frérots, là, que vous dites que je suis amoureux d'elle. Mais non, ok, y a rien, on est bien entre nous. Même si je trouve que lui, il la mérite pas. Et que techniquement, elle mérite mieux. Et qu'elle devrait être heureuse. Et que je suis pas heureux. Et j'ai pas l'impression qu'elle est heureuse. Donc moi, je suis pas heureux. Mais bon, pas grave, on est meilleurs amis. Et puis d'un coup, quand il la voit dans sa robe de mariée au moment des essayages, il est en mode... Non, tu vas me marier moi. Là, je trouve que c'est mal fait, dans le sens où elle est déjà dans une relation avec quelqu'un. Elle a, en fait, pendant plus de la moitié du livre, elle est encore en relation avec ce mec. Donc, on a compris que c'est une relation toxique. Mais de la transition de comment on passe de je suis avec quelqu'un de pas fait pour moi et je suis dans le déni à propos de mes sentiments sur mon meilleur ami, à d'un coup, lui, comment il essaie de me charmer quand il y a une rupture d'un coup, et comment il essaie de m'avoir dans son lit. Et c'est pas du tout romantique, et c'était mal géré, je sais pas, pour une histoire entre meilleurs amis qui tombent amoureux, il faut gérer autrement que par le cul, même si du coup on a mis du temps à avoir du cul, alors c'est censé être un livre épicé, bien culotté comme on dit, jeu de mots, mais du coup non, là, je sais pas, j'ai trouvé que j'étais pas satisfaite. Donc à la fois, genre j'ai quand même enchaîné les pages de ce livre parce que c'est facile à lire, et que de deux, j'étais quand même dans le côté intriguée et frustrée de allez, abrégez, mettez-vous ensemble. Et du coup, j'étais tout le temps curieuse de voir l'évolution du truc. Mais ça vaut pas mon 5 étoiles. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads et sur Instagram, je lui ai mis 3,5. L'autrice m'a quand même commenté sur ce post-ci, alors que c'est des 3 livres que j'ai lus d'elle, c'est celui que j'ai noté le plus méchamment, je trouve. Elle m'a quand même commenté et fait des petits cœurs sur mon post. Parce que j'ai tendance à identifier tous les auteurs sur leurs livres. Alors c'est peut-être son équipe qui gère son Instagram, mais vous avez compris, elle est plus interactive avec les gens qui sont fans d'eux, même une petite française, vous voyez. Donc je sais pas, c'était la première des autrices que j'ai identifiée qui a réagi à mon post, alors que j'ai pas plus d'une vingtaine de likes par post, quoi. Enfin c'est incroyable. Je m'y attendais pas. Je me rappelle que je fais je suis même pas si fan qu'elle d'elle, mais c'est le côté, enfin on oublie que derrière ces livres, il y a des gens qui en sont passés des jours et des jours à écrire, alors que moi-même je fais la même chose avec des livres que j'écris secrètement, pas c'est secrètement, mais dans le sens où avant qu'ils soient publiés, je pense que ce sera un moment, parce que je trouve qu'ils seront jamais prêts comme j'aimerais qu'ils le soient. C'est juste que, en fait, quand tu lis si vite, enfin surtout quand t'es comme moi et que tu enchaînes les trucs, tu lis si vite et tu identifies vite ce qui te plaît ou ce qui te plaît pas, ou ce qui a été amélioré et tout ça.
Et du coup, je trouve que tu t'éloignes, tu penses que c'est un livre et tu t'éloignes du fait que bah, ça vient de l'esprit de quelqu'un et peut-être pour elle, ça lui allait parfaitement sa version et tant mieux pour elle, une divergence d'opinion comme on dit. Et elle l'a pris avec le smile, hein, ou alors elle a pas vu quelle note je lui ai mis, mais je sais pas. Mais elle m'a mis plein de cœur, donc hyper bienveillant. Voilà, on voit juste ça sur Bookstagram, voilà, elle est présente. En plus, j'ai été voir son Instagram et ouais, elle a sorti des tas de livres, ça se voit qu'elle enchaîne, je sais pas comment elle fait. Anyways, j'ai ensuite lu le dernier tome de la fameuse trilogie Le Prince Cruel, Cruel Prince, et ce livre-ci s'appelait The Queen of Nothing. N'a pas été super bien traduit parce que ce serait la reine de absolument rien, enfin du rien. Et ils ont rendu ça plus joli en version française, le titre, parce que c'est La Reine sans royaume. Et d'ailleurs, je l'ai lu en français, donc je l'ai lu un petit peu plus rapidement que quand je lisais en anglais, mais en même temps, c'est aussi parce que les événements se déroulaient à une vitesse, genre tout s'enchaînait hyper vite, et je trouve que c'était la différence avec les tomes précédents. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y a plein de gens qui ont trouvé que ce tome-là était plus intéressant des trois. J'ai encore une fois un cas de divergence d'opinion, je vais rentrer dans le détail. Je l'ai commencé le 14 et fini le 16 février, il faisait 420 pages alors qu'il a été publié en 2019, lui aussi, mais lui c'est plutôt fin 2019. Franchement, je trouve que la romance m'a été survendue pour ce troisième tome. On m'a toujours dit que c'est pas l'élément principal, mais que dans ce troisième tome, voilà, il y avait beaucoup plus d'un aspect romantique et qu'on comprend un peu mieux l'amour que l'un a envers l'héroïne. Ouais, je sais pas. C'était bâclé. Par exemple, même Nina Quill, une booktubeuse que j'aime beaucoup, elle est comme moi, elle a pas trouvé les deux premiers tomes super. Je crois même qu'elle a pas du tout aimé les premiers. Et elle a lu le troisième, elle l'a surkiffé. Well, not me. Désolée les gars, pas moi. Un peu déçue. Toute la guerre là qu'on a passé 3 livres quasiment à préparer avec les trucs de stratégie et tout ça, et de politiciens et de trahison et de secrets qu'on garde les uns des autres. Ça s'est écoulé hyper vite. Ah, voilà, réaction. Ouais, parce qu'en plus, il y a une trahison à la fin du 2 qui s'est réalisée, qui était intéressante. J'étais en mode intriguée pour la suite, pour comment ça allait se résoudre. Ça se résout super vite. C'est même super évident après coup que la trahison n'était pas vraiment une trahison, c'était un problème de compréhension de notre héroïne. Je sais pas, ça a ruiné un peu le truc. Je trouve que du coup, non. Si la fin avait été vachement mieux, je pense que même si les 2 premiers tomes étaient plutôt ouais mais sans plus, j'aurais voulu les avoir en papier parce que j'ai vu des éditions, parce que c'est tellement connu ce livre-là, il y a tellement d'exemplaires qui ont été vendus que les éditions elles sont pas bêtes. Elles vont en faire une édition encore plus belle pour qu'il y ait plus de gens qui ont envie de les avoir. Donc il y a des hardbacks, donc c'est les versions dures. Donc ça c'est pas un hardback, vous avez vu c'est floppy, c'est tout souple. Tandis que les hardbacks c'est ceux-ci là. Ceux avec du dur. Et bah pareil, ils en ont sorti où c'est du hardback avec la couverture jolie, classique qui déjà sont plutôt stylées en vrai, elles sont simples et en même temps elles sont genre si connues dans le monde des livres. Et ils avaient prévu un jaspage, donc c'est ceci, c'est le côté coloré des pages sur le profil, sur la tranche, brillante. Donc le premier tome, ils avaient fait du doré, c'était magnifique. Le deuxième tome, ils ont fait un bleu pareil, un peu comme ça, mais brillant. Et le troisième tome, ils ont fait une sorte de rose violine, un peu comme celui-là, là, en bas du livre, là. Un peu plus foncé que ça, mais brillant aussi. Donc moi, j'avais vu ça, ces trucs-là, et je m'étais dit, je vais d'abord les lire avant de les prendre, parce que je veux être sûre que ce soit des livres que j'aime bien, avant de les avoir dans ma bibliothèque. Et bah du coup, je vais pas les prendre, parce que je n'ai pas tant kiffé que ça. Mais c'est dommage, parce que les exemplaires sont magnifiques. Je trouve que là, c'est un cas de BookTok la surcotée. C'est pas de la merde, c'est juste pas exceptionnel pour moi. Surtout le personnage principal, je veux dire, le prince cruel, le roi maléfique, il est censé être genre dangereux. Mais finalement, je trouve pas. Je trouve que, je sais pas, avec le titre et les gens, ce qu'ils en disaient, j'ai l'impression que je m'attendais à vraiment un gros méchant qui allait devenir gentil. Ou alors que secret, vous savez, le fameux enfin le méchant à l'héroïne. Et il y a plein de livres comme ça où je trouve que l'héroïne elle choisit le héros parce que c'est une bonne personnage, alors que le méchant est beaucoup plus intéressant. Et là, c'est un cas du bof, hein, le méchant. Je suis pas convaincue quoi. Non, désolée les gars. BookTok va venir m'assassiner, mais c'est pas grave. Je suis tellement pas connue sur BookTube, ceci dit, il y a peut-être des chances que je sois une rescapée. En fait, j'ai mis 3 étoiles à ce dernier tome sur Goodreads. Sur Instagram, je crois que j'ai fait 3,5 sur Insta, parce que je suis quand même sympa. C'était vraiment, il y a des parties. J'ai quand même enchaîné, parce que ça m'a quand même intriguée et tout, mais ça
À la fois ça peut être bien quand il y a un livre où il y a plein de péripéties qui se déroulent hyper vite, quand l'action est bien rythmée hein, et pas trop lente, mais en même temps c'était là, ça enlevait on va dire la profondeur des événements, je dirais. L'importance des événements, pour moi du coup, vu que tout glissait, j'étais en mode ouais. Ensuite j'ai lu le livre suivant, j'ai oublié de compter les titres des tomes à chaque fois. Dans la série dérivée The Lost Files, je vous ai déjà dit ce que c'était tout à l'heure. C'est The Forgotten Ones par Peter Cussler encore une fois. Cette fois-ci publié en 2013 aussi. Il faisait environ 145 pages. Dans l'histoire, c'est la suite, pas du tome que je vous ai dit au début de la vidéo, donc le tome qui précède, mais celui d'avant encore. Donc celui dont je vous ai parlé dans le dernier bilan lecture, où c'était sur un ancien alien du camp des méchants qui d'un coup petit à petit rejoint notre camp des gentils. Bref, la première nouvelle sur lui, c'était comment il a eu ses pouvoirs, enfin pas ses pouvoirs. Ses pouvoirs, c'est dans le deuxième. Il le réalise qu'il a les pouvoirs dans le deuxième, mais on a toutes les expériences qu'il a vécues dans le premier tome qui expliquent le moment où il a commencé à penser « peut-être qu'on n'est pas des gentils, nous ». Le deuxième, c'est quand il commence à tout faire pour essayer de faire le double agent et d'aider les héros. Et dans le 3, là, celui que je lis là, c'est toute la péripétie de, une fois qu'il a été découvert en tant que traître, comment il fait pour s'en sortir, pour survivre. Et c'était du coup la version la plus ennuyante entre le moment où il se passait un événement, ça a commencé, qui a été mentionné dans les livres, qui n'était pas de son point de vue à lui. Et ensuite, c'est tout le moment où il va essayer de rejoindre nos héros ailleurs, dans les tomes, je sais plus, le 4 ou le 5 que j'ai lu. Et entre-temps, il s'établit une sorte d'alliance un peu bizarre avec un autre gars qui est censé être un méchant, mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça... Là, les deux nouvelles de... Je sais pas, je commence à peut-être moins aimer la saga, hein, faut croire, non. Mais en gros, là, non plus, c'est pas sa meilleure des 3 nouvelles sur lui, même si ça reste un personnage intéressant à suivre, parce que c'est quand même intriguant de voir un des méchants, enfin, c'est pas... il a jamais été méchant en soi, mais dans le sens où il vient du camp des méchants, il commence à nous rejoindre nous et à nous aider nous. Enfin, du coup, nous. Vous avez vu, je me prends pour une des Lauriennes qui était un héros perdu de la Terre. Anyway, c'était un peu bizarre, c'était comme une longue péripétie, donc cette nouvelle-ci, j'ai vu le côté, c'est pour remplir les trous et ce qu'on a manqué dans l'histoire, mais du coup, je sais pas si elle était extrêmement nécessaire et je lui ai mis que 4 étoiles sur Goodreads et un quart sur Instagram, quoi. Ça m'a plu, mais ouais. Moyen, sans plus. J'aurais pu m'en passer. Heureusement que c'était rapide à lire, quoi. Ensuite, j'ai lu le tome 9 du même manga que je vous ai toujours pas dit le nom depuis tout à l'heure. Lui, ce tome 9 a été publié en 2014 et je l'ai fini le 17 février. Je lui ai mis 4 étoiles aussi pour les mêmes raisons que le post. Je crois que ça commence à être un manga qui... Il sera pas mon favori. Mais il est sympa, il est mignon. Et j'avais bien aimé l'animé, donc j'ai envie de savoir quand même comment l'histoire se poursuit après, est-ce que l'animé s'est arrêté. Je crois que sur Instagram, je lui ai mis que 3,75, tandis que sur Goodreads, je lui avais mis 4 étoiles. Ça vous témoigne que c'est pas oufissime, mais que c'est mignon et sympa, et why not. Ouais, j'ai ensuite lu un livre que j'ai trop traîné entre le moment où j'ai eu le tome précédent et le moment où j'ai lu celui-ci. Et que en même temps, j'avais hâte de lire, et que je pense que j'ai trop attendu dans le sens où tellement je me faisais monter ma hâte, j'ai peut-être pas été 100% satisfaite comme j'ai peut-être eu trop d'attentes, voilà. C'est l'avant-dernier en date de la série The American Royals, donc c'est le 3e tome et qui s'intitule Rivals en anglais et donc ce serait en français Rival. C'est par Catherine McGee, il a été publié en 2022, il fait environ 400 pages. Vous voulez que je sois honnête avec vous les gars? Ok, je vais être honnête, c'est que je l'ai fini à 3h du mat le 21 février. Des fois, je considère que je l'ai fini le 20, pour me donner l'impression que je l'ai fini en 3 jours, 4 jours. Bref, j'ai fait dans ces eaux aussi, j'assume. C'est la suite de l'histoire du tome 2, et donc il faut vous référer aux autres vidéos bilan lecture. Je crois que c'était dans mes anciennes, hein, que j'avais lu le premier et le 2e tome. C'est 2 mois après, et tous les nouveaux couples qu'il y a eu, qui ont bien changé entre le 1er tome et le 2e tome, et il commence à y avoir, ils ont tous des petits soucis et tout, et ils sont tous ultra sad, il se passe des trucs, et je suis en mode non. Surtout un couple que j'aimais bien, là j'étais en mode non. Par contre, un autre couple que j'avais bien aimé dans le tome 2, il a juste complètement disparu dans ce tome-ci. Une personnage que j'en avais marre, qui fasse ses manipulations et tout, et dans ce tome-ci, limite je l'aimais bien, parce qu'elle a commencé à former une sorte d'alliance inattendue, une amitié inattendue avec celle avec qui elle a un triangle amoureux avec le prince, on va dire. Et limite, en fait, ce qui s'est passé, ce que je ne fais quasiment jamais, que j'ai souvent dit à des gens
dans les fanbases et tout, que je trouvais que ça partait trop loin, que souvent, par exemple, ceux qui ship Captain America et Iron Man, ou voilà, qui ship des couples, entre guillemets, soi-disant hétéros, je sais pas s'ils sont 100% hétéros, mais vous avez compris, ils sont principalement tournés comme des personnages hétéros, en mode gay, et surtout que ça n'arrive jamais, et ils sont persuadés qu'ils sont faits pour être âmes sœurs et tout ça. Moi, j'ai jamais fait ça, jusqu'à preuve du contraire. Avant que je ship un couple gay, en fait, je veux m'assurer que les personnages le soient, donc si c'est pas suggéré par l'autrice ou quoi, bah je considère qu'il n'y a pas de ship à avoir. Bah là, je suis tombée dans le piège. Parce que, je sais pas, leur amitié m'a semblé si... Genre, elles découvraient qu'elles étaient pas du tout l'une comme l'autre, la version qu'elles pensaient que l'autre était. Il y en a une, elle pensait que l'autre c'était une vraie bitch, elle avait pas de cœur, et l'autre, elle pensait que c'était une petite innocente vraiment faible et pas crédible, qui au final, les deux, elles se sont surprises, elles étaient plus que ce qu'on donne comme première impression. Et je trouve que du coup, j'aimais bien leur alliance, leur amitié, leurs points communs, leur version de comment elles commençaient à s'entendre. Après, genre, 2 romans à se faire à se détester. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était impressionnant. Et elles étaient toutes les deux méfiantes. Et à la fin, du coup, il y a un gros problème de compréhension. Je pense que je les préfère ensemble parce que je voulais pas qu'aucune des deux retourne avec le prince qui... Il gère si mal ce triangle amoureux. Enfin, j'arrive pas à le comprendre. J'arrive pas à comprendre s'il est plus amoureux de l'une que de l'autre. S'il est vraiment con et tombe dans les pièges de l'une, là. Et du coup, à force, ce personnage masculin, je trouve qu'il est un peu... Ouais. Bleh. Du coup, c'est pour ça que je trouve qu'elles sont mieux ensemble parce qu'elles ont plus de personnalité et de... Je sais pas, voilà. Donc, bah, je me suis auto-infligé une balle dans le pied parce que dans ce cas-là, du coup, j'ai pas pu être satisfaite par la fin puisque, bah, en fait, il y a aucun moment où c'est dit qu'elles sont amoureuses ou qu'elles sont potentiellement gays, quoi. C'est la première fois que ça m'arrive, hein. Bon, anyways. Elles avaient plus de chimie ensemble qu'avec le... Encore une fois, ceci dit, là où ce livre a été bien, parce que je trouve que parmi les 3 que j'ai lus de cette série, c'est mon moins préféré. Ça le reste quand même, mais je trouve que là où ça va bien, c'est la fin qui... c'est la cacophonie, et encore une fois, ça finit sur un gros cliffhanger. Et du coup, j'ai quand même envie de lire le tome 4. Je suis pas complètement dégoûtée de la série entière. Donc, j'ai créé des ships. Un ship que j'aime bien, il continue à arriver, mais en même temps, je suis pas trop fan de comment ils arrivent à sortir ensemble. Il y a un autre ship que j'ai été en mode ouais, qui m'a commencé, enfin dans ce livre-ci, il a commencé à avoir des soucis et j'étais en mode est-ce que par hasard je préférais pas le premier ship que cette personnage féminine avait avec un gars, mais à chaque fois ils expliquaient pourquoi ça n'allait pas avec ce personnage, ce premier personnage dans le tome 1. Du coup je suis en mode ok si vous le dites, mais bon, bof. Il y a le triangle amoureux que je vous dis, enfin c'était même un carré amoureux dans le tome précédent. Je voulais, genre j'aimais bien une version avec un truc, j'aimais bien une fille avec le prince, j'aimais pas celle qui manipule avec, voilà, je voulais qu'elle soit avec lui. Enfin, bref, c'était tout un truc à la Gossip Girl où genre tout le monde couche avec tout le monde et t'as envie que quand même t'as tes préférences, mais que en même temps t'aimes bien tout en fait. Là bah du coup pour la première fois genre, je gère le garçon et j'ai envie que les 2 filles, voilà, mais ça n'arrive pas du coup. Je lui ai mis que 4 étoiles du coup. Non, je ne lui ai pas fait payer pour mon manque de couple lesbien. C'est juste vraiment je trouve que niveau péripéties et tout ce qui est le plot, enfin l'histoire derrière, en dehors des ships et des romances, il était moins bien ce livre aussi. Il reste bien, hein, parce que je lui ai mis 4,5 sur Insta, c'est juste il manquait de peu pour être 5 étoiles, pour avoir le même feeling que les 2 premiers tomes. Voilà, c'est tout. J'ai lu ce livre indépendant par l'autrice de ces romans-ci. Elle a fait un livre en dehors de la série féministe et du coup il s'appelle Check and Mate en français et Check et Mate, sûrement il serait traduit, je sais pas s'il sera traduit ceci dit, c'est par Ali Azewood du coup si vous avez toujours pas capté. Ça a été publié en novembre 2023, ah tiens mon livre, bon je l'ai lu un peu en retard. Et il faisait environ 355 pages, je l'ai fini le 22 février en 2 jours, et donc ouais je l'ai enchaîné, c'était une romance young adulte, donc dans le sens où ils sont adultes, ils sont jeunes adultes et il y a des petites scènes de voilà, mais c'est pas subjectif et c'est pas dans le détail. C'est-à-dire, on sait qu'il se passe ça, mais on rentre pas dans les descriptions comme dans Twisted par exemple. Là, c'est pas comme dans ces séries-là où il y a carrément pas de sexe du tout. C'est comme si c'était les romances pour Disney Channel où il y a pas de sexe et tout ça. Le pire qui peut arriver, c'est genre des gros bisous. Non, là dans Twisted, c'est vraiment dans le détail en plus, c'est pas du sexe tout mignon. Hein. Là, c'est plutôt, si c'est un peu du sexe mignon, mais dans le sens où en fait, ça nous suggère qu'ils sont en train de s'habiller et qu'ils vont faire des choses et qu'ils sont excités, qu'il y
il y a les chaleurs, les sensations, tout ça, mais il n'y a pas le moment du moment. Enfin, ils se réveillent le lendemain et c'est très clair qu'ils ont fait des choses, quoi. Et qu'ils sont un peu facilement excités parce que ça reste quand même des jeunes adultes plein d'hormones. Donc c'est sur une ancienne enfant prodige joueuse d'échecs qui adorait les échecs, mais qui à cause des histoires familiales et tout ça, elle a complètement arrêté les échecs à 14 ans et elle voulait plus en entendre parler et plus rejoindre. Puis elle se retrouve à faire, pour des raisons qui sont expliquées dans le livre, un match plutôt amical, c'est même pas un gros truc, contre le champion du monde d'échecs qui est imbattu depuis des années et sans faire exprès, elle est pas bête, elle réfléchit aux échecs, mais on voit qu'entre guillemets c'était pas genre je vais l'humilier, je veux le battre et tout, c'est vraiment elle a joué pour jouer, elle a joué normal. Et elle l'a battu et c'est filmé, les gens sont choqués et elle s'enfuit parce qu'elle veut pas que se faire repérer en train de jouer aux échecs avec un gars et lui du coup il devient complètement obsédé par elle, il est en mode c'est un peu comme une Cendrillon un peu, c'est vraiment dans le côté waouh cette meuf elle vient de me battre et apparemment il avait une sale réputation de mauvais perdant. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un gros souci dans sa compréhension de ce côté. À chaque fois qu'elle le recroise, ce mec, à chaque fois, elle est en mode, il va me détester, il veut me nuire, il m'en veut, enfin bref. Alors que lui, il est clairement en mode, je veux juste jouer avec toi à nouveau, c'était génial. J'ai pas eu autant de but de jouer depuis longtemps, enfin de raison de jouer depuis longtemps, et toi, tu m'obsèdes. Et clairement, il y a voilà, mais elle est perdue, quoi. Et en plus, elle a une conception de la relation amoureuse où, voilà. Et aussi, ce qui est un peu bizarre, c'est que pour un gars qui apparemment n'a pas autant d'expérience que ça, il est très sûr de lui, très calme. Tout le long du livre, je trouve il est assez calme. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas autant accroché sur ce livre-ci que j'aurais accroché sur Love on the Brain, donc mon préféré de Ali Hazelwood. Le rose que je vous ai montré tout à l'heure, je vous le remontre. Je le ressors à toute occasion, je sais pas si vous avez remarqué. Ça reste un livre très bien. J'espère qu'il sera en hardback aussi, que je l'aurai en vert. Je pense que je le prendrai quand même, parce qu'il était mignon et je l'ai enchaîné. Et que je pense que j'aime bien Liz Elwood, tout simplement. Hein. Elle peut m'écrire tout ce qu'elle veut, celle-là. Je suis une bonne pigeonne qui tombe pour elle à chaque fois. Elle aime bien, Ali Hazelwood, faire des héroïnes qui à chaque fois passent à côté des signes genre évidents pour le lecteur et la lectrice que le gars est fou d'elle mais qu'il est juste pas super expressif. Faire ce genre de cliché d'héroïne et je tombe à chaque fois dedans parce que du coup c'est trop hâte du moment où elle comprend que l'autre personne est amoureuse et tout. Enfin vous voyez, qui est... Mais pour une romance, je suis restée sur ma faim, c'est-à-dire il y a eu le fameux cliché de à la fin, il y a eu un souci de compréhension et du coup on se rééloigne et le comment on se réconcilie et on se met ensemble et bah ça finit pile poil sur ça, mais ça finit même pas genre sur un je t'aime ou un bisou, enfin si peut-être un je t'aime, mais vous avez compris, genre c'est pas aussi satisfaisant que dans les livres de Love on the Brain et tout ça. Je trouve que c'était un peu bâclé la fin et la partie qui m'intéressait, genre la compétition et tout, on l'a pas, genre le résultat de qui gagne la grosse compétition finale et du coup je suis en mode on s'est vraiment focus sur la romance. Parce que pendant plus de la moitié du livre, je trouve que il y avait des scènes de romance, mais elles ont été plutôt écourtées et ça rentrait pas dans les détails et c'était pas très développé, je trouve, les sentiments, le changement de je me méfie à j'aime vraiment cette personne, passer du temps avec, tout ça. Et je trouve que du coup, ouais, je sais pas, j'étais pas 100% satisfaite, donc je lui ai mis que 4 étoiles sur Goodreads et je pense que je lui ai mis aussi 4 étoiles sur Instagram parce que voilà, c'était bien. Il me manquait des trucs. C'est comme, en fait, d'habitude, avec elle, j'aime les romans et je trouve que j'aurais aimé en avoir plus parce que j'ai aimé ce que j'ai eu. Là, j'aurais aimé en avoir plus parce que il me manquait un truc. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'il est un peu moins bien. Below Zero et lui, c'est deux romans par Ali Hazelwood qui sont pas mes préférés. Mais Ali Hazelwood, j'aime toujours sa lecture par rapport à... Tiens, est-ce que j'ai plus aimé que Prince Cruel ? Je crois que par rapport au dernier tome de Prince Cruel, donc La Reine sans Royaume, oui, j'ai plus aimé. Voilà. Et ben voilà, j'arrive à aujourd'hui, enfin plutôt hier. Hier j'ai commencé, nous étions le 23. Le tome 2 d'Akotar, donc c'est l'acronyme pour A Court of Thorns and Roses, qui est donc un palais d'épines et de roses, par Sarah J. Maas. Et donc je suis actuellement en train de le lire, là j'en suis actuellement à 15%. Le deuxième tome s'intitule A Court of Mist and Fury. Et la version française s'il vous plaît. Un palais de colère et de brume. Ok, ouais, ils ont inversé colère et brume. Parce que mist, c'est d'abord, ça veut dire brume. Et fury, c'est en dernier, ça veut dire la fureur, mais ils traduisent par colère. Et pour rendre ça plus joli, je pense qu'ils ont inversé en français l'ordre. Et c'est un palais, c'est pas une cour. Ok. Et il a été cette fois-ci publié en 2016. Il fait environ 660 pages. Mais moi, en fait, j'ai téléchargé la version les 5 tomes de la série en un.
Et ce que je pensais que c'est sur un pack sur Amazon, et je pensais que du coup ça voulait dire que j'aurais les 5 livres séparés dans ma liseuse téléchargée d'un coup. Mais non, c'était un gros roman, c'est comme si j'avais une grosse intégrale de 1000 et quelques pages. Donc, le premier tome il faisait 400 et quelques pages, et là le deuxième il doit faire dans les environs de 660 pages, mais c'est parce que je dois calculer, parce que ça recommence pas à zéro les pages quand tu arrives au deuxième tome, c'est la suite, c'est toujours le même composé de livres, donc je sais pas, j'ai calculé par rapport à le début du chapitre 1 et la fin du chapitre dernier de ce livre-ci. Il est beaucoup plus gros que le précédent tome, ça je le savais. Sur Goodreads, ils disent que c'est 625 pages. J'en suis seulement à 15%, c'est-à-dire j'ai lu une centaine de pages pour l'instant. Je vais lire la suite aujourd'hui. Je crois que je vais normalement le finir le 28 février. Je vais retourner certes en cours et tout, mais avec les temps de trajet dans les métros et tout, j'arrive. Et puis la dernière fois, Cooked of Thorns and Roses, je l'ai enchaîné quand même si j'avais cours. Donc je pense que je vais bien le lire aussi. Si je fais bien les 105 pages par jour que j'avais prévu de lire. J'ai déjà eu des spoilers du coup sur TikTok quand j'étais fan du premier livre et que en fait j'ai fait la bêtise. C'est pas vraiment une bêtise parce que j'étais consciente de le faire au moment où je l'ai fait. C'était un petit plaisir coupable. C'est qu'une fois que je finis un livre, surtout quand je sais qu'il est plutôt connu, j'aime bien voir les fanarts, j'aime bien voir les blagues et les réels qu'on fait sur les événements du tome. Sauf que ce que j'ai pas pensé, c'est que ce premier tome, il a aussi le nom de toute la série. C'est-à-dire la série entière s'appelle ACOTAR. Et alors que moi j'ai tapé ça en pensant que c'était seulement le premier tome, et du coup j'ai eu des spoilers sur les tomes suivants aussi, la suite. Bon, ceci dit, je sais pas comment ça arrive, je sais pas quand ça arrive, j'ai pas les détails, j'ai pas les codes spécifiques. Donc je reste ultra curieuse. Limite ça m'a encore plus donné hâte parce que je vois que ce qui arrive a l'air plutôt pas mal aussi. À force des édits et des posts et tout ça, j'ai hâte de lire la suite, j'ai hâte de lire là ce début, parce que déjà dans ce début il se passe pas mal de trucs que j'avais vu en tant que spoiler, que je pensais qui arriveraient plus tard dans la série. Donc peut-être que j'ai eu que des spoilers genre de la moitié de ce livre-ci que je lis actuellement, donc je reste dans le flou pour pas mal d'événements et je pense que je vais éviter d'essayer de retomber dans les trucs avec cet hashtag, parce que comme ça m'évitera de me faire un peu plus spoiler, mais en même temps j'avais trop hâte de lire la suite et du coup ça m'a permis d'avoir genre des petits teasers, des petits trailers, des bandes d'annonces quoi. Donc j'ai bien aimé. Bref, si je termine ce livre-ci dans les temps, que ce soit le 28 ou le 29 février, normalement ça m'aura fait 12 livres finis en février, au total. Pas mal pour un mois avec seulement 28 jours. 29 cette année, vu qu'on est en année bissextile. Et justement, vu qu'on est en année bissextile, si je finis le 28 février comme prévu ce roman-ci, je vais commencer normalement ce qui reste sur ma pile à lire de février, donc le 3e tome de la série King of Sins par Anna Huang, qui s'intitule King of Greed, donc le roi de l'avarice, qui fait environ apparemment 350 pages. Je l'ai eu grâce à l'abonnement pareil Kindle, que j'ai testé, comme je l'avais fait avec A Long Game qui donnait un petit bout de gratuit, comme je vous ai dit. Bah là c'est la même chose, enfin sauf techniquement c'est pas gratuit vu que l'abonnement tu le payes. C'est juste, c'est comment te retourner le cerveau, ça c'est incroyable. Donc j'ai sûrement le commencer le 29 février si tout se passe bien, et du coup bah, je pourrais pas le finir en un jour normalement, je pense pas, à moins que j'ai vraiment genre surkiffé ce livre là, le jour même où je le commence. Mais normalement soit je le finis le 2 ou le 3 mars si vraiment genre je l'étale. Si je le kiffe, ça se trouve je le finirai dès le 1er mars. En tout cas c'est tout ça pour vous dire que je le commencerai en février, mais qui sera sûrement dans mon bilan lecture de mars. Maintenant que j'ai tout dit sur ce que j'ai lu, ce que je lis en ce moment et ce qu'il me reste à lire, dans le mois en tout cas, et je pense que je peux conclure la vidéo maintenant. Je crois que j'ai de quoi faire niveau montage. Sinon, les vacances vont être finies quand je vais poster cette vidéo. Et on sent que je vais être peut-être en retard niveau lecture et tout. Enfin non, je pense pas. Peut-être que je vais même être en avance tellement je les enchaîne là, les livres que je kiffe en ce moment. Donc en tout cas, abonnez-vous, likez, commentez, the usual, vous le savez très bien. Je ne vais pas répéter encore pourquoi j'ai envie que vous commentez et que vous fassiez tous ces petits trucs là pour moi. J'abandonne un peu le combat, j'ai remarqué que j'ai pas tant de vues que ça, que j'ai pas tant de commentaires ni de likes que ça, et en soi je continue mes vidéos et à faire mon truc pour mon kiff. C'est pour ça que je ralentis le rythme, j'ai plus besoin de me mettre tout le temps la pression. Moi je vais retourner à ma liseuse sur ce, comme d'habitude. Je vous souhaite à tous d'avoir de bonnes lectures, hein, à tous et à toutes. Vu qu'on rentre en mars, je dis d'avance, parce que en ce moment, j'ai remarqué, je poste pas exactement dans les temps. Donc je dis bonne fête des grands-mères, bonne journée de la femme, il y a quoi d'autre, il y a le bon mardi gras, et bonne chance pour le début du ramadan à tous ceux qui sont concernés. Je crois que c'est ce que j'ai vu, ça a commencé le 10 mars. Je vous retrouve dès que je peux. Je vous dis à la prochaine sur ce bisous, ok. Bye bye.